Dans le bourdonnement feutré de l'aéroport Charles de Gaulle, où les effluves de café fraîchement moulu se mêlent aux annonces polyglottes, Amélie Dubois, une jeune fille de 16 ans à l'élégance discrète, franchit la passerelle menant à la cabine de la classe affaires d'un vol Air France à destination de New York. Son billet, un précieux sésame offert par son père, François Dubois, magnat français d'origine africaine et figure incontournable du monde des affaires, n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un symbole, un rite de passage, une célébration de son 16e anniversaire. Ce voyage, une escapade en solo dans la ville des gratte-ciels et des musées, représente pour Amélie une parenthèse enchantée, une chance de s'immerger dans l'art et la littérature qu'elle chérit tant, loin de l'agitation mondaine des salons parisiens où ses pairs se perdent en frivolité. Vêtue d'un col roulé noir impeccablement coupé et d'un jean sombre, ses cheveux tressés en nattes complexes qui cascadent sur ses épaules, elle serre contre son cœur un exemplaire usé du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, un livre qui semble refléter son âme à la fois rêveuse et profonde. À peine s'installe-t-elle dans le siège 4B, enveloppée par l'odeur du cuir neuf et la douceur des coussins moelleux, qu'une ombre s'abat sur elle. Le commandant de bord, Pierre Lefebvre, un homme aux traits burinés par des décennies de vols transatlantiques, la toise d'un regard glacial, ses yeux bleus pâles scintillant d'une autorité arrogante sous son insigne argenté. « Vous êtes au mauvais endroit, mademoiselle », lance-t-il, sa voix grave et tranchante comme une lame, chargée d'un mépris à peine dissimulé. La classe économique est à l'arrière. Amélie, surprise, sent une vague d'indignation familière monter en elle, un sentiment qu'elle a appris à reconnaître dans les regards furtifs et les murmures étouffés qu'elle croise parfois dans les cercles huppés de Paris. Mais elle reste calme, sa voix douce mais assurée. « C'est ma place, monsieur. Siège 4B. » répond-elle, brandissant son billet d'embarquement, les lettres noires imprimées avec une clarté indéniable. Lefebvre, sans daigner examiner le document, plisse les yeux, son visage marqué par une grimace qui trahit une conviction ancrée. Cette jeune fille noire, seule, n'a rien à faire dans l'espace feutré de la classe affaires. « Il y a une erreur, sans doute, » rétorque-t-il, son ton inflexible, comme s'il énonçait une vérité universelle. Il fait signe à une hôtesse de l'air, Claire, une jeune femme aux joues rosies par l'embarras, dont le badge brille timidement sous la lumière tamisée de la cabine. « Claire, veuillez accompagner cette jeune fille à sa véritable place en économie, » ordonne-t-il, sans laisser de place à la discussion. Claire, visiblement mal à l'aise, s'approche d'Amélie et jette un coup d'œil au billet. Ses yeux s'écarquillent légèrement. « Commandant, » murmure-t-elle, hésitante, « le billet est bien pour le siège 4B. » Mais Lefebvre, agacé, arrache le billet des mains d'Amélie, ses doigts frôlant les siens avec une brusquerie dédaigneuse. Il l'examine, le retourne, comme s'il cherchait une preuve de fraude, une faille dans ce document qui ose défier son autorité. Une adolescente de 16 ans, seule, en classe affaires? Ricane-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. C'est un cadeau d'anniversaire, explique Amélie, sa voix plus ferme, bien que son cœur batte à tout rompre sous le poids de l'humiliation. Un cadeau? Vraiment? Réplique Lefebvre, son rire sec et sans humour résonnant dans la cabine. J'ai 25 ans d'expérience, mademoiselle. Je sais reconnaître une opportuniste quand j'en vois une. Vous avez dû passer en douce à l'embarquement. Ces mots, lourds de préjugés, tombent comme une gifle. Amélie sent une chaleur lui monter au visage, mais elle refuse de céder à la colère ou aux larmes. Les autres passagers, jusque-là absorbés par leurs écrans ou leurs magazines, commencent à lever les yeux, attirés par l'éclat de cette confrontation inattendue. Parmi eux, une femme élégante, Isabelle Lefebvre, épouse du commandant, est assise quelques rangées plus loin. Son visage, encadré par une coupe au carré blonde impeccable, reste impassible, mais ses doigts serrent nerveusement un bracelet de perles. Elle observe en silence, partagée entre la loyauté envers son mari et un malaise croissant face à son comportement. Un autre passager, Julien, un journaliste français d'une trentaine d'années, sort discrètement son téléphone et commence à filmer, ses yeux brillants d'une indignation contenue. À ses côtés, une femme plus âgée, Sophie, professeure d'art aux cheveux grisonnants, murmure à son compagnon. « C'est scandaleux.
Cette jeune fille ne mérite pas ça. Amélie, déterminée à ne pas se laisser intimider, fixe Lefebvre droit dans les yeux. « Je n'ai rien fait de mal, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Scannez mon billet, vous verrez qu'il est valide. » Mais Lefebvre, rouge de colère, hausse le ton, attirant encore plus l'attention. « Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. J'ai un vol à préparer. Alors, soit vous vous déplacez, soit je vous fais escorter hors de cet avion. » La menace, brutale et sans appel, fait monter une bouffée de panique dans la poitrine d'Amélie. Elle sent les regards des autres passagers peser sur elle, des jugements silencieux qui la jugent autant qu'ils jugent Lefebvre. Claire, l'hôtesse, tente une nouvelle fois de temporiser. « Commandant, peut-être pourrions-nous vérifier avec l'agent d'embarquement. Cela prendrait 1 minute. » Mais Lefebvre, furieux, la foudroie du regard. « Vous osez remettre en question mon autorité ?» Claire recule, pâle, et baisse les yeux, vaincue par la hiérarchie. Amélie, au bord des larmes mais refusant de leur donner vie, sent une force nouvelle monter en elle. Elle pense aux mots de son père, prononcés lors d'un dîner dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. « Amélie, ne laisse jamais personne te faire sentir inférieure. Tu es aussi légitime que quiconque. » Elle sort son téléphone, ses doigts tremblants cherchant le numéro de son père. Le signal est faible, mais elle parvient à envoyer un message urgent. « Papa, le commandant me menace. Il dit que je n'ai pas ma place ici. » À des kilomètres de là, dans un bureau élégant surplombant les toits de Paris, François Dubois, en pleine réunion avec des investisseurs internationaux, voit le message apparaître sur son écran. Son visage, habituellement impassible, se crispe. Il interrompt la réunion sans un mot d'excuse, ses doigts serrant le téléphone avec une intensité qui fait blanchir ses jointures. « Amélie, que se passe-t-il » demande-t-il, sa voix grave et protectrice résonnant à travers la ligne. « Le commandant refuse de me laisser rester en classe affaires, » murmure-t-elle, son regard fixé sur Lefebvre qui donne maintenant des ordres à un autre membre d'équipage. « Il m'accuse d'avoir fraudé. Il menace d'appeler la sécurité. » François, contenant une fureur froide, répond avec une calme terrifiant. « Passe-le-moi. » Amélie, sa voix tremblante mais portée par une détermination nouvelle, s'approche de Lefebvre, qui discute maintenant avec le copilote, un homme discret nommé Marc. « Excusez-moi, commandant Lefebvre, » dit-elle, sa voix claire coupant à travers leur conversation. « Mon père, François Dubois, souhaite vous parler. » Elle tend le téléphone, son regard ne vacillant pas. Lefebvre, agacé, ricane avec un mépris ouvert. « Et je suis censé être impressionné? Je ne parle pas au père de petite fille. Retournez à l'arrière, ou vous descendez de mon avion. » Le moment résonne comme une revendication de pouvoir absolu, et Amélie sent une douleur aiguë lui traverser le cœur. Mais elle ne recule pas. Elle ramène le téléphone à son oreille. Il refuse de prendre l'appel, papa. François, dans son bureau, sent une rage froide l'envahir. Il a passé sa vie à construire un empire, à s'assurer que sa fille puisse marcher la tête haute dans un monde qui, trop souvent, cherche à la rabaisser. « Donne-moi le nom de la compagnie et le numéro du vol, » dit-il, son ton aussi tranchant qu'un couperet. « Air France, vol 542 pour New York, » répond Amélie, son cœur battant à la fois de peur et d'une étrange anticipation. François, sans perdre une seconde, appuie sur le bouton de l'interphone. « Claire, mettez-moi en contact avec Philippe Garnier, immédiatement, » ordonne-t-il à son assistante. Philippe Garnier, PDG d'Air France, est un homme avec qui François a négocié des contrats de plusieurs millions d'euros, un partenaire commercial dont la compagnie dépend de l'empire logistique de Dubois. Dans la cabine, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Les passagers, désormais captivés, observent la scène comme un drame théâtral. Julien, le journaliste, continue de filmer, son visage crispé par une indignation grandissante. Sophie, la professeure, murmure à Amélie « Tenez bon, ma chère, vous n'êtes pas seule. » Isabelle Lefebvre, toujours silencieuse, baisse les yeux, ses doigts triturant nerveusement son bracelet. Elle connaît trop bien l'entêtement de son mari, mais elle sent aussi que cette fois, il a franchi une ligne dangereuse. Claire, l'hôtesse, reste figée, déchirée entre son devoir et son empathie pour Amélie.
Soudain, une voix affolée retentit dans le haut-parleur de la cabine. Commandant Lefebvre, veuillez vous rendre à la porte immédiatement. Commandant Lefebvre, à la porte, tout de suite. Lefebvre se fige, sa main suspendue au-dessus du téléphone du cockpit. L'urgence dans la voix de l'agent d'embarquement est palpable, et pour la première fois, une lueur d'incertitude traverse ses yeux bleu pâle. Il lance un regard venimeux à Amélie, comme si elle était la source de cette interruption, et marmonne. « Restez là. » Puis, redressant sa veste d'uniforme, il s'éloigne d'un pas raide, son autorité vacillante. Amélie, toujours au téléphone avec son père, murmure « Papa, que se passe-t-il » François, sa voix un roc dans la tempête, répond « Tout va s'arranger, ma chérie. Reste calme. » Dans le salon feutré de son bureau, il est maintenant en ligne avec Philippe Garnier. « Philippe, dit-il, sa voix d'un calme mortel, nous avons un problème grave sur votre vol 542. Votre commandant a humilié ma fille, Amélie, en remettant en question son droit à sa place en classe affaires. Il l'a traitée de fraudeuse et menace de la faire expulser. » À l'autre bout du fil, Garnier, blême, commence à bafouiller des excuses, mais François le coupe. « Je veux des mesures immédiates. Vous savez ce que représente notre partenariat pour Air France. » Dans la cabine, les minutes s'étirent, lourdes de tension. Les passagers murmurent, leurs regards oscillant entre curiosité et indignation. Sophie pose une main réconfortante sur l'épaule d'Amélie. « Vous avez bien fait de tenir tête, » chuchote-t-elle. Julien, toujours en train de filmer, murmure à son voisin. « Cet homme va regretter ses paroles. » Isabelle Lefebvre, enfin, lève les yeux et croise brièvement le regard d'Amélie. Dans ses yeux, une lueur de honte, mais elle ne dit rien. Puis, la porte de la cabine s'ouvre à nouveau. Une femme en uniforme de superviseur Air France, visiblement agitée, entre précipitamment, suivie par un Lefebvre au visage blême. La superviseuse, prénommée Marie, s'approche d'Amélie. « Mademoiselle Dubois, » dit-elle, sa voix tremblante d'anxiété. « Je suis profondément désolée pour ce malentendu. Veuillez reprendre votre siège. Puis-je vous offrir quelque chose? Un rafraîchissement? Une couverture ?» Amélie, encore sous le choc, regarde Lefebvre. L'arrogance qui l'animait a disparu, remplacée par un air de stupéfaction. Il évite son regard, ses mains crispées à ses côtés. Marie, nerveuse, ajoute « Il y a un changement de plan. Ce vol est annulé pour des raisons opérationnelles. » Un murmure de stupeur parcourt la cabine. « Annulé ?» s'exclame un homme en costume froissé, son visage rouge d'indignation. « J'ai une correspondance à New York. » Une femme aux colliers de perles, jusque-là silencieuse, s'écrie. « C'est inacceptable. Exigez des explications. » Bon mot. Les passagers, furieux, commencent à rassembler leurs affaires, jetant des regards accusateurs à Amélie, comme si elle était la cause de leur désagrément. Mais Amélie sait la vérité. Ce n'est pas une question d'opération. C'est une tempête déclenchée par un seul appel, par la colère d'un père qui ne tolérera pas que sa fille soit humiliée. Elle reste immobile, son téléphone toujours pressé contre son oreille, tandis que la voix de François résonne, calme et rassurante. « Tout est sous contrôle, Amélie. » Alors que les passagers quittent l'avion dans un chaos de protestation, Marie s'approche à nouveau. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Garnier, notre PDG, arrive personnellement pour vous présenter ses excuses. » Amélie, abasourdie, regarde Lefebvre, qui se tient à l'écart, son visage défait, comme s'il venait de comprendre l'ampleur de la tempête qu'il a déclenchée. Sophie, avant de partir, glisse à Amélie. « Vous êtes une jeune femme remarquable. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Julien, rangeant son téléphone, murmure « Cette vidéo va faire du bruit. » Isabelle Lefebvre, enfin, se lève, passe près d'Amélie sans un mot, mais son regard trahit une douleur muette, comme si elle pressentait que cette journée marquerait un tournant irréversible pour son mari, pour leur vie. Amélie, seule dans la cabine désormais vide, sent une étrange lourdeur s'installer. Elle a gagné, mais à quel prix? Le voyage de ses rêves, censé être une célébration de liberté, s'est transformé en une bataille qu'elle n'avait pas choisie. Et pourtant, alors qu'elle suit Marie hors de l'avion, elle tient la tête haute, portée par la dignité que son père lui a enseignée.
par la certitude qu'elle n'a pas cédé face à l'injustice. Mais au fond d'elle, une question persiste. Que va-t-il advenir de cet homme, ce commandant qui a osé la défier? Et quelle tempête attend-elle au-delà de cet aéroport? La réponse, elle le sait, ne tardera pas à venir. Dans le chaos qui suit l'annonce brutale de l'annulation du vol Air France 542, la cabine de la classe affaires se transforme en une arène de murmures indignés et de regards accusateurs. Amélie Dubois, 16 ans, debout dans l'allée centrale, sent le poids des jugements silencieux des passagers, qui, il y a quelques instants encore, étaient témoins passifs de son humiliation. Leur frustration, désormais dirigée contre l'imprévu qui bouleverse leurs plans, semble se cristalliser sur elle, comme si sa simple présence était la cause de ce désastre. Mais Amélie, malgré la tempête intérieure qui menace de l'engloutir, reste droite, son port altier évoquant l'élégance intemporelle d'une héroïne de roman français. Son col roulé noir, ses nattes soigneusement tressées et l'exemplaire usé du portrait de Dorian Gray qu'elle serre contre elle sont autant de remparts contre les vagues de mécontentement qui déferlent autour d'elle. Elle n'a pas choisi ce combat, mais elle refuse de plier sous le regard des autres. Sophie, la professeure d'art aux cheveux grisonnants, s'approche d'elle avant de quitter l'avion, ses yeux empreints d'une chaleur maternelle. « Vous avez été courageuse, ma chère, » murmure-t-elle, posant une main légère sur son épaule. « J'ai vu trop d'injustices comme celle-ci dans ma vie. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. » Ces mots, simples mais sincères, apaisent un instant le cœur battant d'Amélie, mais ils ne dissipent pas le malaise qui s'installe en elle. Elle sait que cette victoire, si c'en est une, a un goût amer. Alors que les passagers, grumbling et furieux, rassemblent leurs bagages à main, la superviseuse Marie, toujours nerveuse, revient vers Amélie. « Mademoiselle Dubois, » dit-elle, sa voix tremblante d'une anxiété mal dissimulée, « permettez-moi de vous escorter hors de l'avion. Monsieur Garnier, notre PDG, est en route pour vous rencontrer personnellement. » Amélie, encore sous le choc de l'annulation soudaine du vol, jette un dernier regard vers Pierre Lefebvre, le commandant de bord dont l'arrogance a déclenché cette tempête. Il se tient à l'écart, près de la porte de la cabine, son visage blême, ses yeux bleu pâle désormais vidés de leur éclat autoritaire. Il évite soigneusement son regard, ses mains crispées à ses côtés, comme s'il cherchait à contenir une tempête intérieure. Isabelle Lefebvre, son épouse, passe près d'Amélie en quittant l'avion, son visage fermé, mais un éclair de douleur traverse ses yeux lorsqu'elle croise brièvement le regard de la jeune fille. Julien, le journaliste qui a filmé l'altercation, range son téléphone avec un sourire discret. « Cette vidéo va faire des vagues », murmure-t-il à son voisin, un homme d'affaires en costume froissé qui hoche la tête, visiblement impressionné par le calme d'Amélie face à l'hostilité de Lefebvre. Escortée par Marie, Amélie traverse la passerelle et pénètre dans le terminal bondé de Charles de Gaulle, où l'agitation des voyageurs contraste avec le silence pesant qui l'enveloppe. Dans un salon privé, loin du tumulte, elle attend, son téléphone toujours à la main. Son père, François Dubois, lui parle à travers la ligne, sa voix grave et rassurante comme un phare dans la tempête. « Tout est sous contrôle, ma chérie, » dit-il. Philippe Garnier est en route. Il sait ce que cette situation signifie pour nous, pour notre partenariat avec Air France. Amélie, assise dans un fauteuil en cuir, regarde par la large baie vitrée les avions alignés sur le tarmac, leurs silhouettes argentées scintillant sous les lumières de l'aéroport. Elle se sent à la fois victorieuse et étrangement vulnérable, comme si ce moment marquait un tournant dont elle ne mesure pas encore l'ampleur. Pendant ce temps, Pierre Lefebvre, convoqué par l'agent d'embarquement, se retrouve dans une salle exiguë du terminal, face à un responsable des opérations au visage crispé. « Commandant Lefebvre, » commence l'homme, mal à l'aise, « une plainte grave a été déposée contre vous. Le PDG a été informé et des mesures immédiates sont en cours. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Lefebvre, abasourdi, sent le sol se dérober sous ses pieds. « Suspendu ?» répète-t-il, sa voix rauque, comme s'il refusait de comprendre. « Pour avoir fait respecter l'ordre dans ma cabine? Cette fille n'avait rien à faire en classe affaires. » Mais le responsable secoue la tête, évitant son regard. « Monsieur, ce n'est pas à moi de juger. Rentrez chez vous. Vous serez contacté pour l'enquête. » Lefebvre,
le visage rouge de colère et d'incrédulité, quitte la salle, son uniforme soudain trop lourd, comme un costume d'une autre vie. En regagnant sa voiture dans le parking de l'aéroport, il sent une boule d'angoisse se former dans sa poitrine. Il pense à Isabelle, son épouse, qui était sur ce vol, silencieuse mais témoin de tout. Que va-t-elle dire? Et Antoine, leur fils lycéen, comment réagira-t-il à cette humiliation publique? À des kilomètres de là, dans un bureau élégant du quartier de la Défense, François Dubois termine sa conversation avec Philippe Garnier. Le PDG d'Air France, conscient de l'importance stratégique du contrat avec l'empire logistique de Dubois, promet des excuses publiques, une enquête approfondie et des sanctions immédiates. François, dit-il, sa voix tendue, je vous assure que nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Cette situation est inacceptable. François, impassible, répond d'un ton glacial. Je l'espère, Philippe. Ma fille méritait le respect, pas l'humiliation. Vous savez ce que représente notre partenariat. Ne me décevez pas. Lorsqu'il raccroche, son regard tombe sur une photo encadrée sur son bureau. Amélie a 8 ans, riant aux éclats lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Une vague de fureur protectrice l'envahit, mais il la canalise, comme toujours, avec une efficacité redoutable. De retour à l'aéroport, Philippe Garnier arrive en hâte dans le salon privé où Amélie attend. C'est un homme d'une 50aine d'années, au costume impeccablement taillé, mais son visage trahit une anxiété palpable. « Mademoiselle Dubois, dit-il, s'inclinant légèrement, je suis profondément désolé pour ce que vous avez vécu sur notre vol. Ce comportement est indigne d'Air France, et je vous assure que nous prendrons des mesures immédiates. » Il propose, dans un élan presque désespéré, un jet privé pour New York, des billets gratuits à vie et une enquête publique sur l'incident. Amélie, assise avec une dignité qui impressionne Garnier, secoue doucement la tête. « Merci, monsieur, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Mais je ne veux pas de privilèges. Je voulais simplement voyager sur le billet que mon père m'a offert et être traité avec respect. » Garnier, déconcerté par sa maturité, baisse les yeux, un instant de honte traversant son visage. « Vous avez raison, » murmure-t-il. « Nous vous avons fait défaut. Le jet privé est prêt, si vous l'acceptez. C'est le moins que nous puissions faire. » Amélie, après un moment d'hésitation, accepte, non par désir de luxe mais par fatigue. Elle veut laisser cette journée derrière elle, retrouver le rêve de son voyage à New York. Escortée vers un hangar où un jet élégant l'attend, elle monte à bord, le silence de la cabine contrastant avec le tumulte qu'elle vient de vivre. Alors que l'avion décolle, elle regarde par le hublot les lumières de Paris s'estomper, mais une ombre persiste dans son cœur. Ce triomphe, imposé par la puissance de son père, a un goût étrange, presque holo. Elle repense aux mots de Sophie, à l'indignation de Julien, au silence coupable d'Isabelle Lefebvre. Et surtout, elle pense à Pierre Lefebvre, cet homme dont l'arrogance a déclenché une tempête dont elle ne connaît pas encore l'ampleur. Pendant ce temps, la vidéo de Julien, publiée sur Twitter avec le hashtag « voleur comme Lefebvre », explose sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les images crues de l'altercation, l'agressivité de Lefebvre face au calme d'Amélie, deviennent virales. Les commentaires affluent, condamnant le commandant pour son comportement jugé raciste et abusif. Des influenceurs, des journalistes, des citoyens ordinaires partagent la vidéo, transformant l'incident en un symbole des préjugés institutionnels. Les médias français s'emparent de l'histoire. Le Monde publie un article intitulé « Scandale à bord, un commandant d'Air France accusé de discrimination », tandis que France 24 diffuse la vidéo en boucle. Le hashtag « voleux comme Lefebvre » devient un cri de ralliement, utilisé pour dénoncer les injustices quotidiennes. Air France, sous une pression croissante, publie un communiqué promettant une enquête approfondie et des sanctions. Mais cela ne suffit pas à calmer l'indignation publique. À son domicile, dans un pavillon cossu de Neuilly-sur-Seine, Pierre Lefebvre affronte les premières répercussions de son acte. Isabelle, son épouse, l'attend dans le salon, son visage fermé, un verre de vin rouge à la main. « Pierre, » dit-elle, sa voix tremblante de colère, « qu'as-tu fait? J'étais là, sur ce vol. J'ai tout vu. Comment as-tu pu être si cruel? »
Lefebvre, encore sous le choc de sa suspension, tente de se défendre. Elle n'avait pas sa place là-bas, Isabelle. Une gamine, seule, en classe affaires. C'était suspect. Mais Isabelle secoue la tête, les larmes aux yeux. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question de billets. C'était toi, ton attitude, ton mépris. Et maintenant, tout le monde le sait. Elle lui montre son téléphone, où la vidéo de Julien tourne en boucle sur les réseaux. Lefebvre, blême, s'effondre dans un fauteuil, le poids de la réalité s'abattant sur lui. Leur fils, Antoine, un lycéen de 15 ans, entre dans la pièce, son visage crispé. « Papa, c'est vrai ce qu'ils disent sur Twitter? Que tu as été raciste ?» demande-t-il, sa voix pleine de confusion. Lefebvre, incapable de répondre, baisse les yeux, un silence coupable emplissant la pièce. Les jours suivants, la vie de Lefebvre s'effondre comme un château de cartes. La direction d'Air France, sous la pression des médias et de François Dubois, annonce sa suspension sans salaire, en attendant une enquête de l'autorité de l'aviation civile. Les appels de journalistes affluent, des inconnus laissent des messages haineux sur son répondeur, et d'anciens collègues prennent leur distance. Isabelle, humiliée par l'attention publique, s'enferme dans une froideur distante, évitant les regards de ses voisins lors de ses sorties. Antoine, moqué à l'école où le hashtag #voleur comme Lefebvre circule parmi ses camarades, refuse de parler à son père. Lors d'une dispute explosive, Isabelle laisse échapper une vérité qui le blesse profondément. « J'étais sur ce vol, Pierre. J'ai vu cette jeune fille, si digne, si calme. Et toi, tu l'as brisée pour rien. Tu nous as tous brisés. » Lefebvre, incapable de répondre, sent son monde s'écrouler. Il commence à réaliser, avec une horreur grandissante, que son geste, impulsif et chargé de préjugés, a des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. À New York, Amélie tente de reprendre le cours de son voyage. Le jet privé l'a déposée à JFK et elle s'installe dans un hôtel élégant de Manhattan, offert par Air France comme geste de réparation. Elle explore le Metropolitan Museum of Art, se perd dans les salles dédiées à l'impressionnisme, s'assoit dans des cafés où elle lit Wilde sous la lumière douce des lampes. Mais l'incident plane sur elle comme une ombre. Chaque fois qu'elle ouvre son téléphone, elle voit des notifications, des articles sur l'affaire, des messages de soutien, des demandes d'interview. Julien, le journaliste, lui écrit pour proposer un article dans Libération, mais Amélie hésite, ne voulant pas devenir un symbole malgré elle. Sophie, la professeure, lui envoie un courriel chaleureux, l'encourageant à transformer cette épreuve en force. « Vous avez une voix, Amélie », écrit-elle. « Utilisez-la pour ceux qui n'en ont pas. » Un soir, dans un restaurant de Greenwich Village, Amélie dîne avec son père, qui l'a rejointe à New York pour s'assurer qu'elle va bien. François, toujours imposant dans son costume sur mesure, observe sa fille avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Je suis fier de toi, Amélie, » dit-il, sa voix grave. « Tu as tenu tête à cet homme avec une dignité que peu auraient eue. » Amélie, jouant distraitement avec sa fourchette, murmure. « Je ne voulais pas que tout cela arrive, papa. Je ne voulais pas détruire sa vie. Je voulais juste ma place. » François, touché par ces mots, pose une main sur la sienne. « Tu n'as rien détruit, ma chérie. Cet homme a fait un choix, et il en paie le prix. Mais je comprends. Cette affaire est plus grande que nous maintenant. » De retour à Paris, la tempête médiatique ne montre aucun signe d'apaisement. Les associations de défense des droits humains appellent à des réformes chez Air France, tandis que des politiciens s'emparent de l'affaire pour dénoncer les discriminations systémiques. François, de son côté, rencontre à nouveau Philippe Garnier, qui promet des changements structurels, des formations obligatoires sur les préjugés inconscients, une révision des protocoles d'interaction avec les passagers et une transparence totale dans l'enquête sur Lefebvre. Mais François reste implacable. « Ce n'est pas seulement une question de formation, Philippe, dit-il. C'est une question de culture. Si Air France ne change pas, notre partenariat pourrait être réévalué. » Garnier blême acquiesce, conscient que la perte du contrat avec l'Empire de Dubois serait un coup fatal pour la compagnie.
Amélie, de retour à Paris après une semaine à New York, se retrouve propulsée dans un tourbillon qu'elle n'avait pas anticipé. Des organisations la contactent pour des conférences, des écoles lui demandent de venir parler aux élèves, et les médias la décrivent comme une héroïne malgré elle. Mais cette célébrité inattendue l'apaise. Lors d'un dîner dans leur appartement parisien, elle confie à son père: « Je ne voulais pas être un symbole, papa. Je voulais juste aller à New York, voir des tableaux, lire dans des cafés. » François, ému, réalise que son intervention, bien que motivée par l'amour, a placé sur les épaules de sa fille un fardeau qu'elle n'était pas prête à porter. « Tu as le droit de choisir, Amélie, » dit-il. « Si tu veux te retirer, je te soutiendrai, mais si tu veux parler, ta voix compte. » Alors qu'Amélie réfléchit à son avenir, Pierre Lefebvre s'enfonce dans un abîme de désespoir. Sa suspension, désormais officielle, est accompagnée d'une menace sur sa licence de pilote. Les factures s'accumulent, et Isabelle, excédée par la pression, menace de partir avec Antoine. Une nuit, alors qu'ils fixent un verre de whisky dans leur salon silencieux, Lefebvre revoit la scène dans l'avion. Le regard calme d'Amélie, sa propre colère aveugle, les mots qu'il a prononcés comme des flèches empoisonnées. Pour la première fois, une question le hante. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Était-ce vraiment une question de billets, ou quelque chose de plus profond, de plus laid, enfoui en lui? Cette question, sans réponse, marque le début d'une descente aux enfers dont il ne voit pas la fin. Amélie, de son côté, sent que l'histoire n'est pas terminée. Elle repense à Lefebvre, à son visage défait, à Isabelle, à Antoine. Elle sait que la justice a été rendue, mais à quel prix? Alors qu'elle se prépare à reprendre sa vie parisienne, une lettre inattendue arrive, écrite par Isabelle Lefebvre. « Mademoiselle Dubois, » commence-t-elle, « je vous écris pour m'excuser, pour mon silence ce jour-là, pour les actes de mon mari. Il est brisé, mais je crois qu'il peut changer. Pourriez-vous envisager de le rencontrer? » Amélie, tenant la lettre dans ses mains, sent son cœur se serrer. Une nouvelle page s'ouvre, une page qu'elle n'est pas sûre de vouloir écrire, mais qu'elle sait nécessaire. Dans les rues vibrantes de New York, où les gratte-ciels perçant le ciel et où chaque coin de rue semble murmurer une promesse d'aventure, Amélie Dubois, 16 ans, tente de retrouver le souffle de son rêve. Le voyage, censé être une célébration de son indépendance et de son amour pour l'art, a été terni par l'incident à bord du vol Air France 542. Pourtant, elle s'efforce de s'immerger dans la ville. Elle flâne dans les salles du Metropolitan Museum of Art, où les toiles de Monet et de Van Gogh lui offrent un refuge temporaire. Elle s'assoit dans des cafés de Greenwich Village, lisant le portrait de Dorian Gray sous la lumière tamisée des lampes. Elle marche le long de Central Park, où les feuilles d'automne crissent sous ses pas. Mais une ombre persiste, un poids qu'elle ne peut ignorer. L'altercation avec le commandant Pierre Lefebvre, les regards accusateurs des passagers, la tempête médiatique qui a suivi, tout cela s'est gravé en elle, transformant son voyage en une réflexion sur la justice, le pouvoir et la responsabilité. Chaque notification sur son téléphone, article, message de soutien, demande d'interview, lui rappelle qu'elle est devenue, malgré elle, un symbole. Julien, le journaliste qui a filmé la scène, lui écrit pour proposer un portrait dans Libération, tandis que Sophie, la professeure d'art rencontrée sur le vol, l'encourage à utiliser sa voix pour inspirer. Mais Amélie hésite. Elle n'a pas voulu ce rôle, cette lumière crue braquée sur elle. Elle voulait simplement être une adolescente explorant une ville nouvelle, pas une héroïne de l'ère numérique. Un soir, dans un restaurant cosy de Manhattan, Amélie dîne avec son père, François Dubois, qui l'a rejointe pour s'assurer qu'elle va bien. Assis face à elle, dans un costume sur mesure qui contraste avec l'ambiance décontractée du lieu, François observe sa fille avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Ses yeux, d'un brun profond, scrutent son visage, cherchant à deviner les pensées qu'elle garde pour elle. « Amélie, » dit-il, sa voix grave et chaude, « je suis tellement fier de la façon dont tu as géré cette situation. Tu as tenu tête à cet homme avec une dignité rare. » Amélie, jouant distraitement avec sa fourchette, baisse les yeux vers son assiette de risotto. « Merci, papa, » murmure-t-elle, « mais je ne me sens pas héroïque. »
Je ne voulais pas que tout cela arrive. Je ne voulais pas que sa vie soit détruite. François fronce les sourcils, surpris par la compassion dans sa voix. Sa vie, répète-t-il, un soupçon d'incrédulité dans le ton. Cet homme, Lefebvre, a fait un choix. Il t'a humilié publiquement à cause de ses préjugés. Il en paie le prix. Amélie lève les yeux, son regard clair et résolu. Je sais, papa, mais je me demande, est-ce que la justice doit toujours être si lourde? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchent François au plus profond de lui. Il a agi par instinct protecteur, usant de son pouvoir pour défendre sa fille. Mais il réalise maintenant que ses actions ont eu des conséquences bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Il pose une main sur la sienne, un geste rare mais chargé d'émotion. « Tu as un cœur grand, Amélie, » dit-il doucement, « et tu as raison de poser ces questions. Mais quoi que tu décides, je serai là. » De retour à Paris, Amélie reprend le cours de sa vie, mais rien n'est tout à fait comme avant. L'appartement familial, un élégant duplex dans le 16e arrondissement, avec ses moulures haussmanniennes et ses grandes fenêtres donnant sur les toits de la ville, lui semble à la fois familier et étrangement distant. Elle retourne au lycée, où ses camarades la regardent avec un mélange de curiosité et d'admiration, mais elle se sent isolée, comme si l'incident l'avait placée sur un piédestal qu'elle n'a pas demandé. Les invitations affluent. Des associations de défense des droits humains veulent qu'elle prenne la parole lors de conférences, des écoles lui demandent de partager son expérience, et les médias continuent de la solliciter. Un après-midi, alors qu'elle révise dans un café près de la Sorbonne, elle reçoit une lettre inattendue, glissée dans une enveloppe crème, portant une écriture soignée. C'est Isabelle Lefebvre, l'épouse du commandant, qui lui écrit. « Mademoiselle Dubois, » commence la lettre, « je vous écris avec humilité pour m'excuser, non seulement pour les actes de mon mari, mais aussi pour mon silence ce jour-là, sur le vol. J'étais là, et je n'ai rien fait. Pierre est un homme brisé, mais je crois qu'il peut changer. Pourriez-vous envisager de le rencontrer? Il a besoin de comprendre, et je pense que vous aussi. » Amélie, tenant la lettre entre ses mains, sent son cœur se serrer. L'idée de revoir Lefebvre, cet homme dont l'arrogance a bouleversé sa vie, la terrifie autant qu'elle l'intrigue. Mais une part d'elle, celle qui refuse de se laisser définir par la colère ou la vengeance, sait que cette rencontre est nécessaire. Elle en parle à son père lors d'un dîner familial, un rituel sacré dans leur maison, où les plats simples mais savoureux, un poulet rôti, une tarte aux pommes maison, contrastent avec la grandeur de leur vie publique. François, en chemise retroussée, écoute attentivement, mais son visage se crispe à la mention de Lefebvre. « Pourquoi voudrais-tu le rencontrer, Amélie ?» demande-t-il, sa voix teintée d'une incrédulité protectrice. « Cet homme t'a fait du mal, il ne mérite pas ton temps. » Amélie, triturant sa serviette, cherche les mots justes. « Parce que... je ne veux pas rester prisonnière de cette histoire, papa. Je veux comprendre pourquoi il a agi ainsi. Et je veux qu'il me voie, vraiment, pas comme une menace ou un symbole, mais comme une personne. » François, touché par la maturité de sa fille, argumente un moment, mais face à sa détermination, il cède. « Très bien, dit-il, mais je veux que ce soit dans un lieu sûr, et je ferai vérifier où il est. » Avec l'efficacité qui le caractérise, il charge son équipe de localiser Lefebvre, une tâche qui se révèle déconcertante par sa simplicité. L'ancien commandant, autrefois figure d'autorité, vit désormais dans un modeste appartement en banlieue parisienne, travaillant comme gardien de nuit dans un entrepôt. La rencontre est organisée dans le jardin du Luxembourg, un lieu emblématique de Paris, où les allées bordées de platanes et les bassins ornés de voiliers miniatures offrent une toile de fond apaisante. C'est un après-midi gris, le ciel bas et lourd, comme un reflet de l'humeur d'Amélie. Assise sur un banc, son manteau cintré et une écharpe en laine autour du cou, elle attend, ses mains crispées dans ses poches. Lorsqu'elle aperçoit Lefebvre, son cœur s'emballe. Il s'approche, voûté, vêtu d'un vieux pardessus qui semble trop grand pour lui. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, sont désormais striés de gris et son visage porte les marques d'une fatigue profonde. Il s'arrête à quelques mètres, hésitant, comme s'il craignait de profaner cet espace. «
Mademoiselle Dubois, murmure-t-il, sa voix à peine audible. Merci. Merci d'avoir accepté de me voir. Amélie le regarde, cet homme qui, il y a quelques mois, l'avait toisée avec mépris, la traitant de fraudeuse, menaçant de la chasser de son avion. Mais face à elle, il n'y a plus de commandant, plus d'arrogance, seulement un être humain brisé, rongé par le regret. Il s'assoit à l'autre bout du banc, respectant une distance prudente, et commence à parler, sa voix tremblante. « Je n'ai pas d'excuses, » dit-il, fixant le gravier à ses pieds. Ce que j'ai fait était inexcusable. C'était raciste, cruel, et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je veux que vous sachiez que je suis désolé, du plus profond de mon cœur. Il raconte, avec une honnêteté brutale, les conséquences de son acte. Sa suspension définitive par Air France, la menace de perdre sa licence de pilote, les messages de haine qui ont inondé sa boîte vocale, les regards de ses voisins à Neuilly qui se détournaient de lui. Il parle de sa famille, d'Isabelle, qui a pris ses distances, emmenant leur fils Antoine dans une autre ville. « Mon fils ne me parle plus », murmure-t-il, sa voix se brisant. « Il a honte de moi, et il a raison. » Il évoque les nuits interminables, seul dans son appartement exigu, où le silence est ponctué par le tic-tac d'une vieille horloge et le bourdonnement des souvenirs. Il admet, avec une douleur palpable, qu'il ne comprend toujours pas entièrement pourquoi il a agi ainsi. « C'était comme un réflexe, » dit-il, ses yeux humides. « Je vous ai vu, une jeune fille noire, seule, en classe à faire, et quelque chose en moi s'est fermé. J'ai jugé, sans réfléchir, sans vous connaître, et cela m'a coûté tout ce que j'avais. » Amélie écoute, son cœur tiraillé par un mélange complexe d'émotions. Elle ressent de la colère, bien sûr, pour l'humiliation qu'il lui a infligée, pour les regards des passagers, pour la blessure qu'il a laissée en elle. Mais elle ressent aussi une pitié inattendue, une tristesse pour cet homme qui, par un seul geste, a vu sa vie s'effondrer. Elle pense à Sophie, qui lui a parlé de la nécessité de transformer la douleur en force, à Julien, qui a cru en la puissance de son histoire, à son père, qui a tout fait pour la protéger. Et elle pense à elle-même, à cette adolescente qui, malgré tout, refuse de se laisser définir par la haine. « Monsieur Lefebvre, » dit-elle enfin, sa voix claire et posée. « Je ne voulais pas que cela vous arrive. Je ne voulais pas que votre vie soit détruite. Je voulais juste que vous me voyiez, que vous voyiez une personne, pas un stéréotype. » Elle lui raconte son voyage à New York, comment l'incident a terni chaque moment, comment elle a lutté pour trouver du sens dans cette épreuve. Elle parle de la célébrité qu'elle n'a pas choisie, des invitations à parler, des attentes qui pèsent sur elle. « Je suis venue ici pour trouver une forme de paix, » dit-elle. « Pour moi, mais aussi pour vous. Je vous pardonne. » Ces mots, simples mais chargés d'une sincérité profonde, semblent suspendre le temps dans le jardin. Lefebvre lève les yeux, rencontrant enfin les siens, et pour la première fois, Amélie y voit non pas l'arrogance d'un commandant, mais une humanité brute, vulnérable. Des larmes coulent sur ses joues, et il murmure « Merci, je ne mérite pas votre pardon, mais merci. » Ce moment, fragile et intense, marque un tournant. Pour Amélie, c'est une libération, un poids qui s'allège, une étape vers la guérison. Pour Lefebvre, c'est une lueur d'espoir, la première depuis des mois, un signe qu'il pourrait, peut-être, trouver un chemin vers la rédemption. Les semaines qui suivent sont marquées par des changements subtils mais profonds. Amélie, de retour à sa vie parisienne, accepte certaines invitations à parler, non pas pour se mettre en avant, mais pour partager une vision d'espoir et de dialogue. Lors d'une conférence organisée par une association pour les droits humains, elle prend la parole devant un auditorium comble, sa voix claire et assurée. « Cette histoire n'est pas seulement la mienne, » dit-elle, « c'est celle de tous ceux qui ont été jugés sans être vus, qui ont été réduits à une idée, à une couleur, à une origine. Mais c'est aussi une histoire de pardon, de la possibilité de changer, même après avoir tout perdu. » Son discours, empreint d'une maturité qui dépasse son âge, touche l'audience et les applaudissements qui suivent résonnent comme une affirmation de sa force. Avec son père, elle crée une fondation,
baptisée Égalité en vol, qui offre des bourses à des jeunes issus de milieux défavorisés et finance des programmes de dialogue interculturel. François, qui a toujours vu en sa fille une âme exceptionnelle, la regarde avec une fierté teintée de respect. « Tu es en train de bâtir quelque chose de grand, Amélie », lui dit-il un soir, alors qu'ils discutent des premiers projets de la Fondation. « Tu rends ce monde meilleur. » Amélie, souriant doucement, répond « Je veux juste qu'on se voie, vraiment, les uns les autres. » De son côté, Pierre Lefebvre entame un chemin long et ardu vers la rédemption. Le pardon d'Amélie, aussi immérité qu'il le ressente, agit comme un catalyseur. Il s'inscrit à une formation sur la diversité et l'inclusion, animée par une association parisienne. Au début, il y va à reculons, convaincu qu'il n'a rien à apprendre, mais les discussions, les témoignages, les confrontations avec ses propres préjugés commencent à fissurer le mur qu'il avait érigé autour de lui. Il rencontre des personnes de tous horizons, écoute des histoires de discrimination, de résilience, de changement. Pour la première fois, il se regarde dans un miroir et voit non pas un commandant, mais un homme faillible, porteur d'idées qu'il n'avait jamais interrogées. Un jour, il prend contact avec une organisation communautaire à Saint-Denis, où il propose de bénévoler. On l'accueille avec méfiance. Son nom, toujours associé au scandale, suscite des murmures. Mais il persévère, travaillant avec des jeunes en difficulté, partageant son histoire comme un avertissement. « J'ai tout perdu à cause d'un moment d'aveuglement », leur dit-il lors d'un atelier. « Ne laissez pas vos préjugés vous définir. » Ces mots, prononcés avec une humilité nouvelle, résonnent auprès des adolescents qui commencent à le voir non pas comme un paria, mais comme un homme en quête de sens. Il écrit aussi à Isabelle et à Antoine, des lettres longues et douloureuses, où il ne demande pas leur pardon, mais exprime son regret, sa volonté de changer. « Je ne suis plus l'homme que j'étais », écrit-il à son fils. « Je ne sais pas si je serai un jour digne de toi, mais je veux essayer. » Isabelle, installée dans une petite ville de province, lit la lettre en silence, les larmes aux yeux. Antoine, encore blessé, la range dans un tiroir, mais il ne la jette pas. Un signe peut-être qu'un jour, un dialogue sera possible. Quelques mois plus tard, Lefebvre est invité à parler lors d'une conférence sur l'inclusion dans l'industrie aéronautique. Il hésite, terrifié à l'idée de se confronter à un public qui le connaît comme le commandant raciste des gros titres. Mais il accepte, poussé par une conviction nouvelle. Son histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut servir à d'autres. Sur scène, face à des pilotes, des hôtesses, des cadres d'Air France, il raconte son erreur, sa chute, sa rencontre avec Amélie. « Cette jeune fille m'a offert quelque chose que je ne méritais pas, une chance de me relever, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Nous avons tous des préjugés, mais nous avons aussi le pouvoir de les confronter, de changer. » Son discours, humble et sincère, est accueilli par un silence respectueux, suivi d'applaudissements mesurés. Ce n'est pas un triomphe, mais c'est un début. Amélie, de son côté, poursuit ses études avec une détermination renouvelée. Elle s'inscrit en droit à la Sorbonne, avec l'ambition de devenir avocate spécialisée dans les droits humains. Son expérience, gravée dans son cœur, la pousse à défendre ceux que la société marginalise. Elle continue de parler lors de conférences, mais avec une perspective nouvelle. Elle ne parle plus seulement de l'injustice, mais de la possibilité de construire des ponts, de transformer la douleur en dialogue. Lors d'un événement à l'UNESCO, elle rencontre des jeunes du monde entier, dont les histoires d'exclusion résonnent avec la sienne. « Nous ne sommes pas définis par ce qu'on nous fait, leur dit-elle, mais par ce que nous choisissons de faire ensuite. » Et ben ça. Et ça. Des années passent et les chemins d'Amélie et de Lefebvre ne se croisent plus, mais ils restent liés par ce moment dans le jardin du Luxembourg, un moment où la colère et la douleur ont cédé la place à une fragile étincelle d'espoir. L'histoire du vol 542 devient un cas d'étude, enseigné dans les écoles de commerce et les formations des compagnies aériennes, une leçon sur les conséquences des préjugés, mais aussi sur le pouvoir du pardon. Amélie, désormais avocate, continue de défendre les oubliés, son nom associé à la compassion autant qu'à la justice. Lefebvre, quant à lui, ne revolera jamais, mais il trouve un nouveau sens dans son travail de sensibilisation, sa voix devenue un plaidoyer pour l'empathie. Cette histoire,
né d'un affrontement dans les airs, s'achève non pas dans la vengeance, mais dans la lumière douce d'un nouveau départ. Elle rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut trouver un chemin vers la rédemption, que la justice, lorsqu'elle est tempérée par la compassion, peut transformer non seulement des vies, mais le monde lui-même. L'histoire d'Amélie Dubois et de Pierre Lefebvre, née d'une confrontation dans les airs, est bien plus qu'un simple récit d'injustice et de répercussions. C'est une fresque humaine qui touche au cœur des valeurs chères à la culture française, la dignité, la justice, et surtout, la capacité de pardonner et de se réinventer. En suivant le parcours d'Amélie, une adolescente confrontée à un préjugé brutal, et de Lefebvre, un homme dont l'arrogance a précipité sa chute, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre comportement, nos jugements hâtifs, et notre responsabilité dans la construction d'un monde plus équitable. Ce qui frappe d'abord dans cette histoire, c'est la résilience d'Amélie. Face à l'humiliation publique, elle choisit la dignité plutôt que la colère, la parole plutôt que le silence. Sa retenue, ancrée dans une élégance toute parisienne, incarne une force intérieure qui transcende son jeune âge. Elle nous enseigne qu'on ne combat pas l'injustice en s'abaissant au niveau de ceux qui nous blessent, mais en restant fidèle à ses valeurs. Cette leçon est universelle. Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, dans les transports ou sur les réseaux sociaux, nous sommes souvent tentés de répondre à l'agressivité par l'agressivité. Mais Amélie nous montre qu'une réponse mesurée, portée par la conviction, peut avoir un impact bien plus puissant. Ensuite, le parcours de Lefebvre, bien que douloureux, est une méditation sur la rédemption. Son erreur, fruit d'un préjugé inconscient, nous rappelle que personne n'est à l'abri de jugements erronés. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de nos erreurs. En France, où l'introspection et la quête de sens sont des valeurs profondément ancrées, l'histoire de Lefebvre résonne comme un appel à l'auto-examen. Avons-nous, nous aussi, des préjugés que nous ignorons? Sommes-nous prêts à les reconnaître et à changer? Sa transformation, lente et imparfaite, nous enseigne que le changement est possible, même après une chute vertigineuse, à condition d'accepter la vérité sur soi-même. Enfin, le pardon d'Amélie est le joyau de cette histoire. Dans une société où la vengeance et la culture de l'annulation dominent souvent, son choix de pardonner à Lefebvre est un acte de courage et de générosité. Ce n'est pas un oubli, mais une libération, un moyen de ne pas rester prisonnier de la douleur. Cette approche, si chère à la philosophie humaniste française, nous invite à voir l'autre, même fautif, comme un être humain capable de changer. Appliqué à nos vies, cela signifie donner une chance à ceux qui nous ont blessés, non pas pour leur bénéfice, mais pour notre propre paix intérieure. Pour appliquer ces leçons au quotidien, commençons par écouter et observer sans juger. Dans un monde pressé, prenons le temps de voir l'autre dans sa singularité, sans le réduire à une catégorie. Ensuite, engageons-nous à apprendre de nos erreurs, comme Lefebvre, en osant affronter nos faiblesses. Et enfin, cultivons l'empathie et le pardon, comme Amélie, pour bâtir des relations plus humaines. Ces petits gestes, accumulés, peuvent transformer nos communautés, nos lieux de travail et même nos cœurs. Cette histoire nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de choisir la justice, la compassion ou le changement. Alors, agissons. Si ce récit vous a touché, likez, partagez et inscrivez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment appliquez-vous ces leçons dans votre vie? Votre voix compte, et ensemble, nous pouvons continuer à tisser des récits qui éclairent et unissent.